Le bouc émissaire innocent, est-il plus important d'être un homme et une femme et d'agir selon l'impulsion des passions, ou faudrait-il faire des choix rationnels en tenant toujours compte des conséquences de nos actions? Cet été, je peux mettre le bikini. Selon moi, on ne voit rien. La fille qui nous parle est magnifique, d'une beauté particulière, grande, élancée, de longs cheveux châtains ondulés, un visage très intéressant. Nous sommes en hiver. À Rome, la température est d'au moins 4 degrés supérieure à celui de l'endroit d'où je viens, mais nous sommes cependant toujours vers la fin décembre. Pensez à la mer en une pareille journée. Ça vous dégoûte si je vous fais voir? Je réponds instinctivement non, même si je ne sais même pas de quoi elle parle. Ma fille garde le silence. Elle baisse le pantalon du pyjama et les petites culottes nous montrant le ventre. Un frisson de froid me parcourt tout le dos le long de la colonne vertébrale. On m'a fait une colostomie, mais en arrangeant bien les petites culottes, le sac ne devrait pas se remarquer. Non, non, ne t'inquiète, tu as raison, on ne le remarque absolument pas. Crois-moi, si tu ne me l'avais pas dit, je jure que je n'aurais pas remarqué. Ne t'inquiète pas, va à la mer et amuse-toi. Les mots sortent de ma bouche, mais c'est comme si quelqu'un d'autre les disait. Je suis restée tellement sous le choc que, pendant un moment, j'ai même du mal à raisonner. Une fille aussi jeune, une maladie aussi sévère. Mais les médecins m'ont dit que, dans quelque temps, ils m'assureront la continuité de l'intestin. La fille parle rapidement, à voix haute. J'ai une perception claire de la nervosité qu'elle veut cacher derrière une sécurité audacieuse qu'il n'y a pas. Parlons d'autre chose. Ma fille lui corrige les subjonctifs et les conditionnels dont elle se trompe régulièrement. Quelque peu étonnée par cette attitude inhabituelle, étrange, je la reprends et m'excuse auprès de la fille qui en retour me répond que c'était elle-même qui a fait telle demande. Au contraire, elle se retourne lui demandant de continuer à le faire car, elle dit, elle veut absolument améliorer son italien. De plus, elle me prie aussi de lui faire la courtoisie de corriger ses éventuelles fautes d'orthographe. Je reste perplexe quand j'apprends qu'elle a fait les écoles pour l'enseignement et que dans l'année scolaire suivante, elle fera l'enseignante dans une école élémentaire dans son pays. Je suis contente de l'entendre faire des projets. Surtout parler de vacances après l'avoir vu malade, rester immobile et souffrant sur un lit d'hôpital. La chose qui m'a le plus frappée dans ce service, c'est l'âge moyen des patients. On s'attend à trouver des personnes âgées mal en point, personnes à la fin d'un parcours de vie qui luttent tout en restant agrippées à ce fin fil de laine qui pourrait se rompre d'un moment à l'autre. Et au contraire jeunes, de nombreux jeunes, que ce soit des jeunes hommes ou femmes, je suis impressionnée. Outre le jeune âge de la jeune fille, une femme d'autre temps et d'autres lieux avait attiré mon attention, debout, près de son lit, et un homme qui portait un habit noir et une chemise blanche agenouillé de l'autre côté. Il me semblait le photogramme de la scène, en blanc et noir, d'un film dramatique des années 50. La femme, dont je n'aurais pu définir l'âge, mais que je présume entre 40 et 50 ans, elle aussi complètement vêtue de noir, portait un habit long jusqu'aux pieds, une espèce de cape bordée de petites franges d'un noir plus brillant, qui lui couvrait complètement la tête lui retombant souple sur les épaules et une paire de chaussures de forme masculine. Grande, un beau visage, les yeux et les cheveux,
du moins ceux que l'on pouvait voir sous cette sorte de voile, d'un noir intense. Elle semblait la statue de la Madone adorée que tous les ans, dans mon village, on portait en procession derrière le cercueil du Christ mort le soir du Vendredi Saint. Au début, je n'avais pas remarqué un autre homme, maigre, de taille moyenne, qui se tenait plus en dehors de la porte, le long du couloir, qu'à l'intérieur de la pièce. Une veste marron, mais pas de ton obscur, un pantalon noir et, lui aussi, une chemise de couleur blanche. Je ne sais pas pourquoi, je l'associais instinctivement à un berger. Qui sait quelle a été la raison pour laquelle je n'ai pas pensé à la chose la plus évidente pour moi qui viens d'un village rural, c'est-à-dire qu'il était un paysan ou un maçon. Je crois que c'était le genre de veste à me rappeler les bergers d'Abruzes du Grand D'Annunzio et les illustrations d'accompagnement de sa magnifique poésie dans les manuels scolaires. Il n'était pas vieux. Il avait, oui, le visage marqué par une vie dehors sous le soleil ou à la merci des intempéries, mais lui aussi devait avoir plus ou moins le même âge que la dame vêtue de noir. À bien le regarder, il n'était pas laid, bien au contraire, il devait sûrement avoir été un beau jeune homme. Quand l'homme à genoux s'était levé, j'avais remarqué qu'il était plutôt petit de taille, de corpulence trapue, massif mais non gras, sur la soixantaine, les cheveux noirs très lisses, gras, ou plus probablement luisants de brillantine. Je restais frappé par la grosse bague en or qu'il portait à l'annulaire de la main droite. D'après nous, les hommes, à part la bague nuptiale, ne portent pas d'anneau. Lui, elle, l'autre, et une fille malade, très malade. Pour la soigner, il avait fallu en connaître la paternité. L'homme à genoux, avec la tête enfoncée dans les draps, était son père, pas le mari de sa mère, qui restait au contraire toujours à l'écart, tout au plus sur la porte de la pièce, appuyé contre le chambranle. Mis à part les rumeurs qui circulaient dans le service, potin auquel nous n'avions accordé aucun crédit, ce fut elle-même, la fille, à nous raconter sa propre histoire. Un événement dont elle, victime innocente, avait payé toutes les conséquences. Confirmant mon intuition, la sienne était effectivement une famille de bergers d'un petit village perdu sur les montagnes Abruzes. La mère, comme cela arrive souvent, avait connu l'autre homme, celui qui serait devenu son père, un colporteur d'une petite ville sur la côte adriatique, qui faisait de la vente porte à porte dans les différents villages de l'intérieur, au pied ou perché, le long des pentes de la montagne, et il en était né une relation extra-conjugale, et cette fille qui, pour beaucoup, mais pas pour tous, était de toute évidence la fille du berger. Quand la liaison amoureuse avait été découverte, un véritable scandale s'était produit, et le mari de la dame, à qui était parvenue certainement la rumeur de quelque bavardage, avait commencé à douter sérieusement de la paternité de la petite fille qui, ne la considérant plus sa fille, n'avait certainement pas l'intention de la garder plus longtemps. Suite à la situation ennuyeuse qui s'était créée, le vrai père avait été obligé d'admettre sa responsabilité et pour la petite avait commencé un calvaire. Dans la maison où elle avait vécu jusqu'alors, le mari de la mère ne la traitait plus en fille, si bien que le vrai père avait décidé de l'emmener. Tout résolu? Oui, si ce n'était pas que le monsieur était marié et avait 2 autres fils masculins, et que ni la femme ni les 2 fils avaient certainement apprécié la présence de la petite fille qui leur était imposée, de but en blanc, arbitrairement par l'homme.
Peut-être que ce calvaire était encore plus lourd que le premier. La fille, à qui sans beaucoup de manières avait été expliqué clair et net le motif de son transfert, était donc arrivée dans la maison du père. Si avant le berger sortait le matin pour rentrer le soir et elle restait tout le jour avec la mère, même durant la période de la transhumance, elle restait seule, ensemble, des jours et des jours. Maintenant aussi le vendeur sortait le matin pour rentrer chez lui au crépuscule. Mais celle avec laquelle elle était obligée de rester n'était pas sa mère. Et cela, il n'était pas, ou plutôt en partie, il l'était, mais il ne se sentait pas ses frères. Les abus à ses égards étaient continus, violents, impunis et de tout genre. Les injustices et les harcèlements subis et le stress qui en avait découlé avaient rendu malade sérieusement la jeune fille qui avait mis sa vie en danger. À l'hôpital, l'histoire était connue parce que les médecins, étant donné le type et la gravité de la maladie, avaient dû effectuer des analyses. Même sur ses parents et quelques infirmières peu discrètes n'avaient pas résisté à la tentation de divulguer cette histoire d'elle, racontée comme une nouvelle bocassienne, mais que nous jugeons sordide et très triste. Malgré tout, le père avait exigé que la fille ait étudié. Elle était diplômée et elle s'était fiancée avec un très brave jeune homme, nanti, propriétaire d'un bateau de pêche qui maintenant attendait seulement qu'elle se remette de l'opération pour l'épouser. Elle aurait voulu faire le mannequin, et en effet, elle en avait toutes les qualités. Mais une ambiance aussi compétitive, ou même une fois qu'elle s'était retrouvée à devoir défiler sur le podium sans chaussures, parce que, au dernier moment, quelques collègues envieuses pour la mettre dans l'embarras les lui avaient dérobé, ce n'était pas ce qu'elle voulait pour son physique qui avait besoin seul d'une tranquille sérénité. Maintenant, elle pense aller à la mer, à se marier, à commencer la carrière d'enseignante. Remercions Dieu. Elle nous aime beaucoup. Elle dit à ma fille qu'elle a de la chance. Elle aussi aurait aimé avoir une mère comme la sienne. Ma fille, en plaisantant, lui répond, parce que maintenant elle est en phase de rémission. Tu devrais la connaître quand elle se fâche. La jeune fille s'approche de moi. D'abord elle me le demande, puis elle me prend affectueusement dans ses bras, m'embrasse. Je me moque et lui réponds, parce que tu ne me connais pas. Elle a raison, ma fille. Toi, tu n'imagines pas comme je suis sévère. Elle rit et me regarde pendant qu'elle me dit « peut-être ». Une boule me serre la gorge. Je réussis seulement à lui susurrer « bonne chance ». Elle est sortie sans que nous ayons eu l'opportunité de nous dire au revoir. Malheureusement, les dynamiques hospitalières ne tiennent pas compte des relations humaines. Pendant quelque temps, nous sommes restés en contact. Elle est retournée dans la maison de son père, d'où elle espère s'en aller le plus vite possible pour former une famille avec son fiancé bien-aimé. Elle a fait l'intervention pour établir la continuité qui, cependant, avait beaucoup de difficultés, à la fin a été résolue. Puis, l'éloignement a fait qu'on ne se voyait plus. Béni les téléphones portables. Alors malheureusement, il n'était pas ainsi à la portée de tous, et les coûts de cette commodité n'étaient pas indifférents. À cette époque, nous étions les seules personnes dans tout le département à en avoir un qui nous avait été gentiment prêté. Même si physiquement lointaine, j'aime la pensée sereine, épouse et mère épanouie. Elle mérite d'être heureuse. Innocente, elle a déjà payé un prix fort pour une faute que 2 personnes adultes au nom de l'amour, même en pleine conscience de ce qu'ils faisaient, n'ont eu aucun scrupule à consommer, sauf ensuite que c'était à elles de payer les terribles conséquences de leur égoïste inconscience, elle, une petite fille
le bouc émissaire innocent.